Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va parler de support de révision. C'est parti! Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis coach de vie et spécialement tout ce qui va être transition, c'est-à-dire les réorientations professionnelles, mais aussi les naissances, les mariages, les divorces, les deuils. À chaque fois qu'on a une grosse transition dans sa vie, on peut avoir besoin d'être accompagné et c'est vers ça que je me spécialise. Mais à la base, avant ça, je suis prof de cours particuliers et j'ai encore cette année 17 élèves parce qu'en fait, si j'ai décidé de devenir coach il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans, c'est justement en voyant la souffrance de mes élèves au moment de leur choix d'orientation et du fameux Parcoursup. Et donc, j'ai décidé que dans ce podcast, il y aurait aussi quelques épisodes qui seraient spécialement faits pour les collégiens, les lycéens, les étudiants et leurs parents. Et j'ai décidé, là, au début des vacances de février, de m'atteler au support de révision. Il y a beaucoup de croyances de la part des parents, des enseignants, mais aussi des élèves concernant comment il faut réviser. Aujourd'hui, je vais être très factuelle et je vais vous présenter 5 systèmes, 5 supports de révision. Parce que je voudrais déjà tuer tout de suite la première idée reçue qui est « pour réviser, il faut faire des fiches. T'as fait tes fiches ?» Et ça, elle est très ancrée chez les parents et chez certains enseignants. Déjà, il faut savoir que la fiche, pour beaucoup d'élèves, c'est difficile. Parce que pour faire une fiche, il faut un esprit de synthèse. Et souvent, un élève, comme on ne lui a pas appris à faire une fiche, il va bêtement recopier les titres et ce qu'il y a en rouge dans son cours. Bêtement. Il va faire du copier-coller de ce qu'il a dans son cours. Ce qui fait que, alors ça va avoir l'énorme avantage de lui faire copier les choses. Donc il aura une petite part d'apprentissage. Mais ça ne sera absolument pas suffisant pour travailler. En plus, je vais prendre mon cas personnel. Je n'ai jamais pu faire des fiches efficaces sur les petites fiches Bristol. Alors c'est très pratique, c'est un peu épais pour transporter dans les petits classeurs fait exprès et tout, super. Sauf que moi, si c'est écrit trop petit, ça ne me donne pas envie de me relire. Je n'aime pas écrire sur des petits carreaux, ça n'a jamais été le cas. J'aime soit écrire sur du papier ligné, soit sur du papier à grands carreaux, même encore aujourd'hui. Et du coup, les petites fiches Bristol, ça n'a jamais été pour moi. Il faut savoir qu'à partir de la première, j'ai fait toutes mes fiches de révision sur des feuilles de classeur normales. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu beaucoup plus facile pour moi de travailler. Donc déjà, comprenez que la sacro-sainte fiche, comme je l'appelle souvent, n'est pas le seul support de révision. Je vais vous en présenter 4 autres tout de suite et il en existe d'autres. Que c'est très difficile pour la plupart des élèves, en particulier les plus jeunes, pour réviser l'SVT et l'histoire, que ce soit pour le brevet ou pour le bac. Ça n'est pas franchement l'outil le plus facile et le plus efficace qui soit pour la plupart des élèves, puisqu'il faut encore une fois avoir un esprit de synthèse et que on va avoir tendance à recopier bêtement son cours, ce qui ne sert absolument à rien. Ça donne des fiches beaucoup trop longues, beaucoup trop tassées. Essayer de tasser les 4 pages de cours sur une petite fiche Bristol, franchement, ça marche pas. Et dernière chose, suivant le type de mémoire de la personne qui travaille, la fiche n'est pas le support le plus utile. La fiche est un support qui fonctionne très bien pour les élèves qui ont une mémoire visuelle parce qu'effectivement, elle ne se base que là-dessus. Donc pour moi, c'est le support dont on entend le plus parler et qui pourtant n'est vraiment pas le plus efficace.
Le deuxième support dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, on en parle de plus en plus, c'est la mind map. Alors là, je suis en audio. Ce n'est pas le meilleur canal pour vous présenter la mind map. J'avoue que des dessins, des présentations de mind map, ce serait hyper efficace, mais je vais quand même tenter de vous expliquer ce que c'est qu'une mind map pour ceux qui ne le savent pas. Déjà, pour faire une mind map, il va vous falloir une feuille A4 que vous allez mettre dans le sens paysage, c'est-à-dire que vous allez avoir le bord long à l'horizontale et le bord court à la verticale. Et déjà, contrairement aux fiches qu'on a tendance à faire dans le sens vertical, eh bien, c'est beaucoup plus naturel pour le champ de vision qui est plus large que haut. Donc déjà, ça va être beaucoup plus efficace d'un point de vue apprentissage d'utiliser une feuille en format paysage parce que en un seul regard, vous allez voir toute votre mind map. Contrairement à la fiche qui est recto verso en général, qui des fois est sur plusieurs pages et que du coup vous ne pouvez pas visualiser d'un seul trait pour un seul chapitre, là la mind map va vous mettre tout un chapitre en un seul regard. Deuxième énorme avantage, c'est que chaque mind map sera différente. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fiches d'élèves qui préparent le bac ou le brevet, mais en général, 90% des fiches se ressemblent. Elles ont des titres en rouge, elles sont écrites en bleu ou en noir, et quelques-unes vont être différentes parce que c'est celle où il y a un tableau ou un schéma. Ce qui fait que pour votre mémoire visuelle, ça va être extrêmement difficile de les distinguer. Alors que chaque mind map va être différente. Donc, pour faire une mind map, vous prenez donc une feuille blanche en format paysage. Au centre, vous allez mettre le titre de votre chapitre et après, vous allez faire partir 3, 4, 5 branches principales qui vont être les grands thèmes, les grands points du chapitre. Elles vont, chacune de ces branches, avoir une couleur qui lui est propre. Et vous allez écrire les points importants sur chacune de ces branches et vous allez les légender, entre guillemets, par un petit dessin, par un petit icône, par un petit élément graphique qui va pour vous exprimer ce que vous avez mis aussi avec des mots. Et donc, c'est le deuxième point fort de la mind map, c'est que ça va non seulement travailler sur le côté écriture, qui est très bon pour apprendre, et on a tendance à dire que ça fait partie plutôt du cerveau analytique, du cerveau gauche. Et vous allez aussi y ajouter des dessins, des pictogrammes, des petits graphismes. Et ça va être le cerveau plutôt créatif qu'on appelait dans le temps le cerveau droit. Et donc, vous allez faire travailler vos deux hémisphères quand vous faites une mind map. Donc, au centre, le titre, 4 ou 5 branches avec les points forts, chacun leur pictogramme ou leur petit dessin. Et partant de chacune de ces 4 ou 5 branches, les points de détail du cours pour chaque grand élément du chapitre. Et donc là, le collégien, le lycéen ou l'étudiant ne va pas être tenté de recopier bêtement ce qu'il a sur son cahier, contrairement à la fiche où on a cette difficulté à travailler. Et bien là, la mind map oblige, quoi qu'il arrive, à retravailler son chapitre de façon à le rendre plus synthétique, puisqu'on ne va sur chaque branche et sous-branche n'écrire que quelques mots. Et qu'on va venir accentuer chacun des thèmes par un dessin, un pictogramme, un graphisme. Et on va travailler chaque branche avec des couleurs différentes. Ce qui fait que vos mind maps seront toutes différentes et que vous pourrez visionner chaque chapitre en un seul regard. Troisième support, les flashcards. Alors là, je vous invite à découper des feuilles cartonnées à la taille d'une carte de jeu. Alors vous pouvez aussi en trouver des toutes faites dans certains magasins. Mais l'avantage de prendre des feuilles cartonnées, c'est que vous allez pouvoir avoir des jeux de couleurs différentes en fonction des chapitres ou des matières, ce qui peut être assez sympa. La flashcard va être extrêmement efficace pour réviser du vocabulaire, donc c'est-à-dire un mot, sa définition, des dates, les pays et leurs capitales, et du vocabulaire de langues étrangères. D'un côté,
vous allez écrire, par exemple, si on prend pour les définitions de vocabulaire, d'SVT, d'histoire, vous allez mettre d'un côté le mot dont vous devez apprendre la définition et de l'autre côté, vous allez noter la définition. Pour les dates, vous l'avez bien compris, d'un côté la date, de l'autre côté ce qui s'est passé à cette date-là. Pour le vocabulaire de langues étrangères, vous mettez d'un côté le mot en anglais, en espagnol, en allemand, en arabe, en chinois, et de l'autre côté, vous le mettez en français. Et ça va être très efficace pour apprendre les choses qu'on a besoin d'apprendre par cœur. Si vous voulez jouer aussi avec des élèves plus petits, vous pouvez le faire avec, par exemple, les tables de multiplication. C'est hyper efficace. Vous mettez d'un côté 3 x 2 et de l'autre côté, vous mettez 6 et votre enfant va être capable de réviser tout seul. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est super ludique à faire que l'on ait n'importe quel âge et ça se transporte super bien. Vous pouvez avoir votre petit tas de cartes de flashcards d'SVT, d'histoire, un avec les définitions et un avec les dates et vous pouvez en avoir un pour chacune des langues étrangères que vous voulez réviser pour le bac, par exemple, ou pour certains concours. Quatrième support de révision auquel on ne pense absolument pas, mais qui est absolument redoutable pour toute personne qui a une mémoire principalement auditive ou les personnes qui veulent justement apporter un plus avec de l'auditif dans leur révision, c'est l'enregistrement audio. Alors, comme pour la fiche, le but ne va pas être de lire bêtement, de façon monotone, votre cours d'histoire parce que vous n'aurez jamais envie de réécouter cet enregistrement sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Non, si vous faites ça comme ça, vous comprenez bien que ça va pas fonctionner. Mais effectivement, il y a des élèves pour qui l'auditif est hyper important. L'idéal, c'est effectivement de ne pas lire bêtement votre cours ou au minimum d'y mettre de la vie. Il faut que vous ayez envie de réécouter cet audio. Alors, il faut savoir qu'il y a des vidéos extrêmement bien faites sur YouTube en particulier pour réviser l'histoire, la géographie et l'SVT pour le bac, qui sont franchement très bien. Moi, je me souviens d'un élève il y a quelques années qui était un élève pratiquement purement auditif. Moi, je l'avais en maths. Imaginez faire de la géométrie avec un élève auditif. C'est très compliqué, mais c'est ce qui me permet de dire que c'était vraiment pratiquement un élève qui était purement auditif. Mais quand il était en terminale, il avait trouvé quelque chose qui était hyper efficace pour lui. C'était de se mettre une vidéo sur un chapitre de terminale d'histoire et de l'écouter pendant qu'il prenait sa douche. Donc, effectivement, il y a certaines vidéos qu'on peut trouver toutes faites, sur lesquelles on n'a pas forcément besoin du visuel. Et ça peut être hyper intéressant comme support auditif. Et donc, que vous fassiez vous-même vos enregistrements audio ou que vous arriviez à trouver comme ça des vidéos que vous pouvez écouter sans regarder l'écran, ça va vous permettre de pouvoir les écouter dans les transports avec un casque. Ça va vous permettre justement de les écouter quand vous êtes sous la douche. Peut-être en vous endormant. On a toujours dit que entendre ces cours juste avant de dormir pouvait être efficace. Donc voilà, pour toutes les personnes qui ont une sensibilité ou une mémoire auditive, ou alors ceux qui veulent justement augmenter leur mémoire auditive, c'est vraiment hyper efficace. Je vous rappelle que quelle que soit votre mémoire dominante, donc les 3 types de mémoire principaux sont la mémoire visuelle, la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique. Quelle que soit votre mémoire dominante, le plus efficace pour apprendre quelque chose est de faire fonctionner les 3 mémoires en même temps. Donc c'est toujours intéressant de faire fonctionner et de faire travailler les types de mémoire même pour lesquels ce n'est pas le plus facile pour vous. L'enregistrement audio, je le conseille aussi pour les préparations des oraux, que ce soit vos oraux de français, que ce soit le grand oral, que ce soit les oraux d'orientation pour les élèves de 3e. Franchement, c'est quelque chose d'hyper efficace de vous entendre parler. Donc là, c'est pas tellement pour apprendre, mais bien pour vous entendre parler. Parce que quand vous allez préparer votre oral, des fois, vous avez l'impression d'avoir tout dit et en fait, vous avez oublié quelque chose d'important. Le fait de vous être enregistré va vous permettre de voir si vous n'avez effectivement rien oublié par rapport à votre support de révision écrit. Et ça va vous permettre aussi de vous entendre. Est-ce que vous parlez trop vite? Est-ce que vous bafouillez? Est-ce que vous avez un tic de langage? Par exemple, dire « tout le temps » ou des choses comme ça. Et ça va vraiment vous aider à pouvoir en prendre conscience et à pouvoir
améliorer votre oral. Dernière méthode dont je voulais vous parler, c'est la méthode Feynman. C'est une méthode hyper complète créée par le professeur Feynman qui est prix Nobel de physique quantique. Et en fait, ses collègues ne comprenaient pas à l'époque comment il faisait parce que dès qu'il faisait un cours magistral, l'amphi était bondé malgré que ce soit de la physique quantique et que c'est un domaine très compliqué où en général il n'y a pas beaucoup d'élèves. Et là, lui, il remplissait les amphithéâtres et en fait, il a créé une méthode d'apprentissage qui est redoutable, qui est franchement géniale et qui a l'énorme avantage de faire travailler la mémoire visuelle et la mémoire auditive et aussi un petit peu la mémoire kinesthésique. Donc là, vous allez prendre une feuille blanche. Dans la méthode Feynman, on ne nous dit pas si on doit la prendre dans le sens portrait ou paysage. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'aurais tendance à la prendre en sens paysage. Vous allez en haut mettre le titre ou le thème et vous allez noter tout en expliquant à voix haute tout ce que vous connaissez de ce chapitre. Pour ça, vous allez dire à voix haute, mais aussi écrire, faire des dessins, des schémas, tout ce qui vous serait nécessaire pour bien expliquer, comme si vous étiez en train de l'expliquer à un enfant de 8-9 ans. Un enfant de 8-9 ans peut tout comprendre si on lui explique avec des mots simples et le professeur Feynman considère que si on est capable de simplifier un cours, un thème, alors c'est qu'on l'a parfaitement compris. Et ça, il a parfaitement raison. En fait, souvent, moi, pour vérifier que mes élèves ont compris leur cours, je leur demande de me l'expliquer comme si je ne le connaissais pas. Une fois que vous avez fini de compléter votre feuille en expliquant tout ce que vous connaissez du chapitre, vous allez au besoin le compléter avec votre cours. Enfin, vous allez recommencer, si possible en incluant ce que vous aviez oublié, mais aussi en simplifiant encore un petit peu ce que vous expliquez. Et vous allez recommencer comme ça, jusqu'à temps que vous soyez capable d'expliquer votre cours à un enfant de 8 ans sur une seule feuille de papier, sans rien oublier et en étant hyper à l'aise. C'est redoutable. Vous faites travailler l'oral puisque vous parlez à voix haute. Vous écrivez, vous faites des dessins et vous êtes forcé de maîtriser parfaitement votre cours pour l'expliquer comme si vous l'expliquiez à votre petit frère, votre petit cousin ou votre voisin de 8-9 ans. Et ça, c'est hyper efficace. Et franchement, c'est redoutable. Au bout de 3, 4, 5 fois, en général, vous avez tous les éléments de votre cours. Et c'est vraiment redoutable comme méthode de révision. Moins visuel et moins synthétique que la mind map. Mais moi, ce que je conseille, c'est pour certaines matières de faire des mind maps, par exemple en histoire, en SVT, en géographie, en EMC. C'est les matières principales là qui me viennent, il y en a peut-être d'autres. Peut-être aussi pour réviser les textes du bac de français, par exemple. Aussi pour réviser votre grand oral, ça peut être super efficace. Vous mettez votre question au milieu et vous mettez vos 3-4 axes pour répondre à la question. Super efficace de la mind map. Et une fois que vous avez fait votre mind map, vous utilisez la méthode Feynman pour voir que vous maîtrisez maintenant vraiment la connaissance. La mind map va vous permettre de synthétiser. La méthode Feynman va vous permettre d'apprendre réellement les choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça pourra aider les collégiens, les lycéens et les étudiants, mais aussi leurs parents. N'hésitez pas à passer ce podcast à vos enfants ou à leur parler de différents supports de révision dont on a parlé aujourd'hui pour qu'ils puissent trouver lesquels les inspirent. Et je voudrais dire aussi qu'il y a des matières qui se prêtent plus facilement à un support qu'à un autre, par exemple. C'est-à-dire que la méthode Feynman, pour réexpliquer des maths, ça fonctionne très bien. Par contre, je trouve que la mind map est pas forcément le support le plus pratique pour les maths. Donc, voilà, après à chacun de trouver sa sensibilité. Il y aura des matières où on utilisera plutôt un support qu'un autre. Il faut trouver, il faut essayer, mais pour ça, essayez sur 1 ou 2 contrôles telle ou telle méthode, ou comme je le disais tout à l'heure, combinez-les. Mind map pour synthétiser, pour
voilà, bien décortiquer son cours et le maîtriser. Et après, méthode Feynman pour voir ce qu'on a retenu réellement du cours. C'est effectivement une combo que je trouve hyper efficace. Mais il y en a d'autres, par exemple mind map et flashcard pour le vocabulaire en SVT. Ça peut être complémentaire effectivement de faire une mind map sur le chapitre et à côté d'avoir quelques flashcards avec le vocabulaire. Ou en histoire, même chose, mind map et des flashcards pour les dates. Donc n'hésitez pas à combiner ces méthodes, à les tester, vraiment testez-les, voyez comment vous vous sentez, comment votre enfant se sent avec ces méthodes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté, mais surtout de beaux apprentissages. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!